Salut à tous. Vous vous apprêtez à regarder la version Director's Cut du live de présentation en avant-première que j'avais fait sur les chroniques du blindage concernant le F4B Phantom Tamiya au 1/48e. Alors, si j'ai souhaité refaire en fait cette vidéo, c'est-à-dire la retirer le live replay et recharger une nouvelle fois la vidéo avec cette modification, c'est parce que j'ai dit une énorme bêtise au sujet de la date de sortie de ce kit. Chez Tamiya, les dates de sortie, c'est très important, c'est fixé à l'international. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y a des fils qui se sont touchés au moment du live, j'ai dit fin mai. Ce kit ne sortira à l'international que fin juin. Il ne sera donc disponible que fin juin. Donc, c'était très important pour moi et également pour le distributeur T2M de faire ce correctif parce que Tamiya sont très à cheval sur les dates de sortie. Donc, je ne voulais pas que vous commenciez à pinailler dès fin mai. Voilà, le kit sera disponible pour tout le monde à partir de fin juin. Voilà, maintenant, je vous laisse avec cette vidéo. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois que je dis fin mai sur la disponibilité, eh bien, en fait, il faut entendre fin juin. Voilà, merci à tous, bon visionnage. Voilà, c'est le premier live. Il y a eu pas mal de choses cette semaine, en fait. Donc, comme j'ai eu et la fibre et cette boîte blanche que je vais vous montrer tout de suite, hop. Alors non, c'est pas ça. Vous voyez déjà des grappes, donc ça, c'est pas très grave. La fameuse boîte blanche, donc avec les grappes, vous allez pouvoir vous rendre compte. Alors j'espère que ça roule. Si quelqu'un peut me dire si au niveau de l'image et du son ça passe bien, parce que comme on essuie les plâtres un peu là. Voilà, donc salut tout le monde. Il y a du monde sur le. Voilà, ok, d'accord. Salut. Nickel. Dites-moi juste si ça passe vidéo et son. Hein, c'est un petit peu le stress d'une première. Ça va, ça passe bien, apparemment ça passe. Salut tout le monde, trop nickel, loud and clear. Salut Jérôme, salut Didier, salut tout le monde. Donc c'est une première. Donc j'avais un petit peu le trac, j'ai répété hier, tout ça. C'était très étrange. C'est très étrange en fait de faire des lives. Je suis dans les mêmes conditions que d'habitude, sauf que là en fait je peux pas me rater. J'ai un petit freeze sur l'une des caméras, donc c'est pas grave, on va la redémarrer. On verra ça après. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Donc vous avez deviné le contenu de la boîte blanche, bien évidemment, puisqu'il y a le titre décrit en haut. Donc c'est le F4B Phantom 2 Tamiya au 1/48e. Donc c'est bien c'est la première maquette, la première version d'une série qui s'annonce, je pense, un petit peu longue sur le Phantom au 1/48e chez Tamiya. Les maquettes Tamiya, c'est toujours un événement parce qu'il y en a assez, il y a assez peu de news en fait. Il y a 2, 3, 4 news dans l'année chez Tamiya. Donc les nouveautés chez eux, c'est un événement. Là, cette année, c'est un petit peu particulier, je trouve, avec le Phantom, parce qu'en règle générale, ces fameuses boîtes blanches, en fait, qu'on reçoit, elles arrivent, ce sont des pré-shots qui arrivent à peu près 1 mois, allez, 2 mois grand maximum, hein, mais souvent c'est 1 mois avant la sortie internationale. Et elles sont destinées aux distributeurs qui les repassent aux revues, choses comme ça. Donc là, c'est T2M, donc un grand merci à T2M de nous avoir fourni cette boîte en pré-shot à destination de Wingmasters et de la chaîne Les Chroniques du Blindage. Donc ça fait d'une pierre deux coups pour cette boîte blanche. Qui dit alors ce sont des pré-shots, ça veut dire que ce sont en fait des pré-productions. C'est-à-dire que ce sont les grappes issues des moules. Je pense pas qu'il y aura de changement en général, il n'y a jamais de changement entre les modèles qu'on reçoit en boîte blanche et puis les modèles qui sont ensuite produits. Le seul truc, c'est que dans ces boîtes blanches, on n'a donc pas le boîtage, on n'a pas le box art et on n'a pas la notice. On a une photocopie de la notice. Sinon, d'habitude, on a tout le reste, on a les décalques et tout ça. Là, ils s'y sont pris un petit peu en avance. Et du coup, on n'a pas la planche de décalque.
Ça c'est le truc. Donc on va quand même regarder bien entendu les grappes, etc. Donc c'était pour la petite présentation. Je vais essayer de défriser la caméra que vous voyez là qui est frisouille. Alors si j'éteins, alors attendez, je vais me mettre sur autre chose. C'est les aléas on appelle ça les aléas du direct. Donc on va se mettre ça, regardez, hop, voilà, comme ça vous allez pouvoir apprécier. C'est l'une des décos qui va être proposée sur ce F4B, hein, de l'USS Coral Sea, de la VF51. Donc les MiG killers. Et moi pendant ce temps-là, je tente une petite bricole. Hop. Pour voir si ça peut fonctionner. Et ça ne marche pas, les aléas du direct, je vous le disais. Alors, j'en profite là pour dire bonjour à tout le monde qui commence à se connecter. Bonjour, 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 bonjour. Moi, j'espère que vous avez profité de votre samedi après-midi. Je fais le live un petit peu tard. Moi, c'est une heure qui me va bien, j'avoue. Ça permet aussi de profiter un petit peu de son après-midi. Alors, je bidouille, et ça ne marche pas. Alors, j'allais dire une grosse énormité. On va regarder si ça marche, et ça ne marche toujours pas. Ah là 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 là. Fallait forcément que ça arrive. Hop, c'est pas grave. Alors, bon, je vous la montre comme ça, la boîte. Hop. Voilà, ça va être du bidouillage. Donc, la fameuse boîte blanche. Et qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte blanche? Du coup, on va utiliser cette caméra-là. Toudoum. Donc, elle est très très grande. Et elle est plutôt bien remplie. Alors, j'ai sorti les grappes de leur sachet. Et du coup, c'est un petit peu, vous avez vu, c'est un petit peu le bazar, parce que une fois n'est pas coutume, en général chez Tamiya, on arrive une fois qu'on a sorti les grappes et qu'on veut les remettre dans la boîte, on arrive à tout bien reclasser, et là en fait, on a plus l'impression d'avoir un rangement Kitty Hawk, c'est-à-dire que la boîte ne ferme plus. J'ai essayé différentes configurations, et donc c'est qu'elle est bien remplie. C'est plutôt bon signe. Donc vous voyez, hop, la notice de montage en fait, voilà, c'est une notice photocopiée. Mais ce sera, voilà, vous aurez dans le modèle terminé, vous aurez une jolie notice comme d'habitude. Donc là, c'est la photocopie avec, voilà, le box art, ce sera ça. Donc c'est la décoration qui a été présentée. Le modèle a été présenté en fait avec ses grappes à Shizuoka, mais c'était pas le Shizuoka habituel à cause de la pandémie, bien entendu. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route. Alors moi j'ai une fenêtre spéciale de chat, hein, donc je suis pas du tout sur une fenêtre YouTube. Donc mais je vous vois. Salut Christian, salut Olivier, salut Eric, salut Thierry. Il y a un petit délai, je l'ai calculé, il y a un petit délai de 5 secondes hein, entre le moment où vous écrivez et le moment où je vois votre message. Donc c'est pas très très grave. Alors, on va s'adapter du coup avec une seule caméra. Je suis désolé, c'est problème. Ça arrive parfois avec la deuxième caméra. J'ai un petit souci. Donc, on va se regarder cette notice de montage. Hein, comme toujours, on commence par la notice de montage. C'est pas parce que c'est un live qu'on va changer les habitudes. Donc, fidèle, voilà, du Tamiya. On se jette un petit coup d'œil parce on n'a pas les profils en fait au niveau des décorations. On n'a pas encore eu les profils couleurs. Donc au niveau des décos, on va avoir les Screaming Eagles avec la VF51, VF111 les Sundowner et VF161 les Chargers. Donc ce sont des décorations assez basiques, assez classiques. Comme souvent, je pense que Tamiya opte pour des choses en termes de déco plutôt classiques et ça laisse le champ libre aux marques, aux artisans qui veulent faire de l'aftermarket des planches de décalque. Il y a des choses vraiment très sympas à faire, mais là il reste classique. Donc F4, qui dit F4B, donc dit US Navy. On va voir la découpe des pièces, qu'on peut bien entendu s'attendre, et je pense très rapidement à une déclinaison qui pourrait arriver très très vite pour ceux qui aiment plutôt, qui sont plutôt du côté US Air Force avec du camouflage.
Je pense que le CD arrivera très très vite. Hein. Exactement, ça suit un petit peu la même démarche que pour le F14. Et là, Tamiya, eh bien, attaque la famille des fantômes de manière chronologique, ce qui est un choix tout à fait compréhensible. Et en plus, ils sont plutôt malins parce que en joli F14 en joli F4 au 1/48e, on a les modèles de chez Zukaimura, mais on n'a pas de B chez Zukaimura. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Donc ils vont prendre ça dans l'ordre, comme pour le F14. C'est logique. Donc rien à dire là-dessus. C'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de gens qui attendent forcément la version E, tout ça. Moi, je suis pas déçu. Moi, j'aime bien le B, US Navy au Vietnam. Ça me plaît bien. Les décorations correspondent à des avions, j'allais dire sur le tard, plutôt début. On est autour de 70-71 d'après les recherches que j'ai faites. Donc, on est sur l'USS Coral Sea. Dans les 3 cas, pour les Chargers, à voir quand même sur le profil définitif, parce que la VF 161, comme ça je vous le dis peut-être, mais elle a été transférée en 71 ou 72 sur l'USS Midway. Donc à voir si c'est quand même l'USS Coral Sea dans les 3 cas. En tout cas pour la VF 161 Chargers. Alors je jette un petit coup d'œil quand même comme on est en live, à vos petits messages. Ok, voilà, donc le son a coupé d'un coup chez quelqu'un. Ah, Christian, c'était sur ton PC, c'est revenu. Donc voilà, ok, donc chacun, on a tous nos petits problèmes techniques. Hein. Moi j'ai un problème de caméra. Et puis bon, alors on attaque bien entendu avec début de montage, et vous avez, on le verra sur les grappes, vous avez le fuselage en fait. Il y a le demi-fuselage à droite, l'avant, qui est séparé de l'arrière. Ça peut paraître étrange à première vue, mais en fait c'est tout à fait logique, parce que sur la version B, on a la perche de ravitaillement à côté de la verrière. Donc cette pièce-là, elle est typique du B, et elle sera remplacée par une autre pièce, donc sans cette trappe avec la perche, sur la version qui suivra, donc CD. De même, on le verra juste après, mais donc vous voyez, on vient placer cet élément de fuselage avant sur la partie centrale et arrière. Et puis là, vous avez en fait un élément à venir rajouter sur la partie dorsale du fuselage, parce que c'est là en fait que vous aurez sur la version CD, que vous aurez la perche. Alors c'est pas une perche de ravitaillement sur le CD, mais vous avez en fait le point de remplissage pour les ravitaillements en vol. On continue par le cockpit. Alors ce qui est intéressant avec ce cockpit, c'est que vous allez venir le positionner. Donc là, vous continuez à assembler. Là, c'est l'assemblage du cockpit. Vous aurez des décalques pour les consoles. C'est indiqué. Et là, vous avez cet élément ici qui va venir supporter d'un côté le cockpit et de l'autre la baie de train avant. Donc vous voyez, le cockpit vient ensuite se mettre sur cet élément qui est équipé en fait de tenons pour pouvoir le positionner correctement, hop, ici, à l'intérieur du fuselage. Au niveau des tuyères, c'est pareil. Vous avez un petit, alors c'est marrant, hein, le découpage des pièces ici, hein, c'est assez intéressant. C'est hyper bien pensé, comme toujours en termes d'ingénierie. C'est hyper bien pensé pour vraiment faire aucune erreur d'alignement. Donc ça, c'est plutôt très très sympa. Donc vous voyez, les éléments des tuyères, en fait les corps des tuyères qui sont visibles, eh bien ils viennent se positionner ici sur les tenons. Et vous avez cette fameuse plaque dorsale dont je vous parlais tout à l'heure qui vient se fixer à ce moment-là. Ensuite, petite séance de perçage sur les ailes, ce sera pour positionner les pylônes. La baie de train. Alors baie de train, toujours pareil, le petit plus de la maison Tamiya sur l'élément, sur le carénage en fait entre les deux baies de train, qui est un carénage, je crois, c'est pas de ventilation, mais en fait vous avez tout un système à l'intérieur. Eh bien vous pourrez ouvrir la trappe et voir cette partie visible. Donc ça c'est le petit plus sur ce modèle.
Et puis vous venez, alors vous voyez ici, on commence à assembler les éléments de baie de train. Alors moi comme c'est une photocopie, c'est en filigrane, mais du coup ça se voit assez peu. Je pense que sur la notice ce sera beaucoup plus visible hein, à cet endroit-là. On continue avec les baies de train et puis on vient positionner les ailes. Alors on remarque tout de suite que les volets, vous voyez, seront des éléments rapportés. On va voir ça tout de suite après. Le fuselage sur les ailes. Et je pense que là, à ce niveau-là, ça doit super bien se caler. Aucun doute qu'avec Tamiya, là, ça va super bien se positionner. Il y aura juste, à mon avis, un petit filet de colle à mettre, histoire de finaliser le collage. Ensuite, la baie de train avant, ici. Et puis, les entrées d'air qu'on commence à assembler. Et une fois assemblées, vous voyez, on va venir les insérer. Parce que vous avez quand même un joli détail intérieur. Hein. Vous allez pouvoir glisser votre œil et voir assez loin que c'est détaillé. Et vous venez les insérer de part et d'autre ici. Au niveau de la queue n'est pas en reste, j'ai envie de vous dire. Et bien, on assemble donc les stabilos, gouvernes de profondeur, qui viennent toujours pareil, hein, pour avoir un super bon calage et vraiment un joli rendu du détail. Regardez comment ça vient se fixer au niveau de la queue. C'est vraiment, c'est hyper bien pensé. La sortie de tuyère, regardez aussi. Là, les éléments, ça va être, je pense, plutôt très sympa. Le détail, là, il est vraiment bien. Oui, enfin un producteur qui fait une plaque dorsale, ça évitera les joints à remplir au milieu du fuselage. Oui, et c'est surtout que du coup, pour eux, c'est très pratique dans le sens où ils vont pouvoir modifier simplement cette pièce pour la version suivante CD. Il y a aussi ça, quoi. Les trappes de train, avec une pièce rapportée pour avoir l'épaisseur et en même temps le détail interne. Donc toujours pareil, plutôt bien pensé tout ça. On revient sur la trappe de train avant, avec les petits éléments, les petits détails rapportés. Et puis bah là, ces jambes de train avant, regardez. Le vérin. Ça m'a l'air joliment détaillé. On va regarder sur les pièces, hein, mais c'est joli, c'est très joli. On vient ensuite donc insérer le nez. Le découpage de la maquette hein, prévoit très clairement les déclinaisons. On va aller très rapidement jusqu'au E, hein, sans souci. Hein, N, E, C, D, peut-être le G, E, J très probablement. Ça c'est voilà. Il y a une nouvelle famille de kits qui va naître chez Tamiya. Et pourquoi pas peut-être refaire, mais ça m'étonnerait, refaire les kits qui étaient au 1/32e. Mais bon, ça m'étonnerait. Contentons-nous déjà du 48e, c'est pas mal. Donc différentes options au niveau du nez, vous voyez. On continue avec les jambes de train principales. On va regarder les jambes de train, mais là sur le schéma, elles ont l'air superbement détaillées. Hein. Sur la notice, elles ont l'air très belles. Donc le fameux caisson ici, alors si quelqu'un peut me dire ce que c'est, je crois que c'est une espèce de trappe de ventilation, mais si quelqu'un peut me dire précisément. Et on assemble tout ça. Le train. Alors visiblement là il y a une bonne voilà, les trains, le train principal, le train avant aussi pourra se traiter séparément jusqu'à la toute fin de montage. Je pense que là à l'insertion il y aura pas de problème. Là ensuite la dérive. Alors avant la dérive on a voilà, on a la possibilité sur ce modèle de représenter les ailes pliées, les extrémités d'ailes pliées. Et je vous le disais, les fameux volets. Donc là, on nous demande de choisir, hein, de nous décider entre les volets sortis ou abaissés. Et puis là, si vous fermez le train, si vous voulez le représenter en vol. Et je vous le disais, donc la dérive et les volets ici, donc
qui sont en 2 pièces avec un élément à insérer. Et les 2 petits tenons, en fait, donc sont différents, suivant que vous allez les abaisser ou pas. Donc vous aurez l'angle nickel, direct, en insérant la pièce. L'angle sur les abaissés sera normalement parfait. On vient positionner tout ça, donc les ailes, vous voyez les extrémités d'ailes, donc soit pliées, soit dépliées, bien entendu, et les volets, je vous le disais, ici. Et puis on attaque les aérofreins. Donc c'est un bon kit, hein. Vous avez vu, on en est déjà quand même à la 41e étape, donc il est plutôt bien détaillé. Donc les aérofreins, rentrée ou sortie, bien sûr. Et puis là, on va armer notre fantôme, donc en commençant par assembler les pylônes. Et puis ensuite, on va, voilà, en termes de charge, là on est sur un intercepteur, hein. On a des Sparrow et des Sidewinder en guise d'armement. Et puis toujours sur les charges, on va avoir des réservoirs. Voilà, les réservoirs largables. On va regarder le détail sur les réservoirs largables parce que chez Zukaimura, ils sont particulièrement bien soignés, je trouve. Mais bon. Donc les pylônes qui supportent. Donc ça c'est le réservoir central. Hein, voilà. Je vais un petit peu vite. Et là donc les pylônes pour les réservoirs largables. Excusez-moi de ce petit raccourci. Et puis on termine par la dérive à l'étape 52. Mais non, c'est pas fini encore. Parce que, alors, des petits éléments encore, hein, pour la dérive. Regardez la dérive, comment elle vient. En fait, la dérive, elle vient s'insérer dans un élément. Hein. C'est hyper bien pensé, comme toujours chez Tamiya. Ces trucs. Donc, on n'avait pas fini le cockpit. Alors, ceux qui voulaient faire un F4B early, parce que ça n'existait pas encore, eh bien, désolé de vous décevoir, ce sont des Martin Baker Mark 7. Donc, si vous voulez du 5, il faudra taper dans l'aftermarket. Donc, désolé, je sais que c'était éventuellement un truc qui était possiblement attendu. Là, ils sont, en fait, c'est un choix, c'est aussi un choix de production. C'est vraiment un choix de production dans le sens où ça aurait été le seul modèle de la famille à avoir un Martin Baker 5. Là au moins ils ont déjà le 7, donc ils peuvent garder ces éléments sur la grappe pendant quelques versions. Et on a donc deux pilotes, hein, enfin le pilote et l'officier radar, et vous aurez des petits décalques pour personnaliser leur casque. Donc ça, toujours sympa. Et le cockpit n'était pas terminé puisqu'il faut finir avec la casquette, la planche de bord principale, et aussi la planche de bord arrière, oui. Donc ça, toujours pareil, décalque. Donc je pourrais pas vous les montrer parce qu'il n'y a pas la planche, hein, mais comme toujours, il y a des décalques pour représenter cet élément. Et puis on attaque la verrière. Il y aura donc des masques à découper. Chez Tamiya, ce sont pas des masques prédécoupés, ce sont des masques à découper le long du trait. Alors à l'intérieur du trait ou à l'extérieur du trait, c'est toujours la question qu'on peut se poser. Ça c'est toujours un truc. Alors ah bah tiens, il y en a qui voilà. Bah écoute, voilà. Il est parti acheter son pain. C'est des choses qui arrivent. Et puis donc la verrière. La verrière qui est particulièrement bien détaillée également. Hein. Donc verrière qui est disponible en une seule pièce pour représenter l'ensemble fermé, ou alors disponible en éléments séparés si vous voulez la représenter ouverte, et ce que je viens de dire est illustré ici. On termine pour ceux qui veulent la montrer par la perche de ravitaillement. Si vous voulez la montrer sortie, donc il fallait faire le choix à la toute première étape, hein, quand je vous ai montré cet élément-là. Donc il fallait laisser ne pas mettre la plaque et puis attendre la fin pour assembler la perche de ravitaillement et puis la mettre à l'endroit, à son emplacement. La petite échelle rétractable que vous pouvez également représenter en position sortie. Et puis normalement, une fois que ça c'est fait, eh bien vous avez terminé votre fantôme. Donc petit récapitulatif, on a quand même 63 étapes sur ce modèle. Donc vous allez voir une boîte
qui est plutôt bien garni. Oui, Martin Baker, Mark 7 et pas Mark 5. Après, c'est logique, c'est logique. Je pense que c'est parce qu'ils ont choisi ces décos-là. Et alors, on attaque avec, on attaque avec la grappe principale. Donc, tout de suite, on se doute, puisque cet élément-là, d'avant de fuselage, est destiné à la version B. On aura ici, sur la version CD, une autre partie de fuselage et on n'aura plus ça. Je pense que tout est déjà prévu. Ça va se demander si même le moule est pas déjà prêt. Et on regarde un petit peu, on va se regarder sur la pièce principale, le détail. Hop. Point trop, voilà. Donc c'est toujours superbement moulé. Mais ce qui surtout, ce qui est marquant, c'est l'intelligence de l'ingénierie sur les kits Tamiya. Ça, c'est le truc qui, moi, c'est le truc qui me frappe à chaque fois. Vous vous souvenez sur la notice, donc la dérive va venir s'insérer sur cette pièce-là. C'est vraiment très joli, quoi. Donc ça, cette première grappe, vous avez vu le détail, c'est toujours hyper bluffant, l'ingénierie et le détail. On va se faire une autre grappe, je pioche. Avec les ailes. Voilà, donc là on est sur la grappe. Alors du coup, comme j'ai pas la caméra haute, je vous présente comme ça. Voilà. Je pense qu'on a là chez Tamiya, on a des moules hyper adaptifs en fonction des versions. Vous avez vu comment sont organisées les grappes. Je pense que je pense qu'il va y avoir un petit côté comment dire, c'est des systèmes à mon avis polyvalents de grappes. Enfin des systèmes de moules. Alors non, Thierry, je n'ai pas les décalques. Toutes ces boîtes blanches. Alors ces boîtes blanches, je pense qu'ils en font à peu près. Ils doivent en sortir quand même 50-100 c'est ce qu'ils appellent des pré-shots. Ce qui permet aussi d'avoir des retours éventuellement s'il y a vraiment une grosse erreur de fait. Mais en général avec Tamiya c'est pas trop le cas, mais au moins ils font en tout cas cette démarche. Il y a 50-100 boîtes qui sont distribuées aux distributeurs pour rebalancer aux magazines, aux chaînes YouTube, aux blogueurs, choses comme ça, quoi. Pour le prix, pour le prix, je pense que il faut s'attendre à avoir quelque chose qui va tourner en termes de prix TTC en France. Ça va être le même prix que les F14. Je pense qu'on va être autour de 90 € quand même. Après, c'est du Tamiya, donc c'est toujours un petit peu plus cher le Tamiya, et le Tamiya n'impose pas forcément d'investir dans beaucoup d'aftermarket, voire pas du tout. Donc voilà. Optimiser, c'est le mot que je cherchais, merci Eric, des moules optimisés. On est samedi, il est déjà 18h. On va prendre l'apéro ensemble, ça continue comme ça. Alors on regarde un petit peu au niveau des ailes. On est sur l'intrado, avec les logements d'aérofrein, qui sont détaillés, vous avez vu? Je me rapproche trop, voilà. Et puis, les pylônes. Alors, c'est vrai qu'en termes d'armement, on est sur de l'intercepteur, ça aurait été sympa, mais après, on va dire que c'est moins mainstream que l'armement qui est proposé là, mais ça aurait été sympa d'avoir des bombes au napalm ou des bombes MK marque 82, et les bombes au napalm c'est des BLU je sais plus combien, mais ça aurait été sympa parce que ça fait des pylônes qui sont en plus en fait de l'armement, donc ça fait quand même des charges, c'est assez impressionnant sur le Fantôme. En général, sur tous les avions au Vietnam, c'est impressionnant les charges et l'armement. Le petit chablier Toffret, bon c'est parfait. Jolie restitution de détails, il y a pas bon là il y a une marbrure mais c'est une marbrure c'est de la couleur, il y a pas il y a pas de retrait sur le plastique est pas déformé.
Alors moi j'ai constaté que sur les pré-shots, en règle générale, donc on a toujours ce plastique gris, même sur les blindés, qui sont après moulés dans un plastique plutôt vert. Et le plastique, j'aurais peut-être pas le dire, mais je trouve que le plastique Tamiya est déjà de très bonne qualité, mais le plastique sur les pré-shots, je le trouve d'excellente qualité. C'est-à-dire que ça se dégrappe super bien, ça se ponce magnifiquement, c'est très agréable à travailler. J'avais eu le Sheridan comme ça, un pré-shot, j'en ai eu pas mal en fait des pré-shots, ce qui est plutôt sympa à chaque fois de la part de T2M. Et je trouve que le plastique, je pense qu'il y a beaucoup moins de plastique recyclé dans les pré-shots. Hein, ils soignent le truc pour être sûr qu'on dise que du bien de leur kit, mais c'est une démarche plutôt sympa. On passe sur cette grappe. Hop. Donc on a la baignoire du cockpit, et puis on a les éléments du cockpit. On a également la pièce dont je vous parlais, hein, qui va d'un côté supporter la baignoire du cockpit, et de l'autre, qui est le fond du train avant. Donc la baignoire du cockpit qui va recevoir en fait tous les éléments, notamment vous voyez ici les cloisons. Là on a les parois latérales pour la baie de train avant. On a aussi les entrées d'air ici. Donc si vous connaissez un petit peu le fantôme hein, et les différentes versions, vous voyez comment tout ça a été découpé. Hein. Comment tout ça a été préparé et comment le moule a été optimisé. Merci pour le mot que je cherchais tout à l'heure. Hein. On a les bras des pilotes, ici. Alors je vais essayer de ne pas passer du coq à l'âne, on va rester sur le cockpit. Avec les petits pilotes qui sont là. Qui font le job. Hein. Avec une bonne peinture, ça passe. Hein. Les visières sont fermées sur les casques. Et puis, vous voyez qu'on a la turbine ici, extrémité de la turbine. On a le pneu du train avant. Donc pas de sagging chez Tamiya, hein, jamais. C'est un peu dommage, mais bon, un coup de ponce et ça passe. Les ailettes ici pour les sorties de tuyères. Très bien détaillé hein, sur la face intérieure. C'est super joli. Hein. Et on a des éléments donc du siège. Marque 7. Désolé pour ceux qui voulaient un Marque 5. Alors, je pense pas que les kits soient faits en bouchon de bouteille, mais puisqu'on en fait déjà des fauteuils roulants, c'est pour ça qu'on les collecte, non? C'est pas pour ça. Désolé. Alors ça c'est la même grappe, voilà. Non, c'est du plastique, des petites billes de plastique recyclées. J'avais déjà vu ça. Et en fonction de la proportion de plastique recyclé, le plastique final est de plus ou moins bonne qualité, mais je crois qu'il faut pas excéder 15 ou 20% de plastique recyclé, il me semble. Hein, les bonnes marques font ça. Une autre grappe, donc, vous voyez, avec, on l'a vu hein, pour je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, il se positionne à l'arrière pour supporter, voilà, stabilo, gouverne de profondeur. Donc ça, c'est plutôt, c'est super bien pensé. Hein. C'est super bien pensé, parce que vous pourrez un petit peu jouer avec votre maquette avant de la peindre, en tout cas. Vous pourrez simuler des décollages, des atterrissages, tout ça, donc ça va être super sympa. Hop, je vous montre ici. Et puis, les éléments intérieurs de la turbine, hein. Donc la conduite, ici. Du coup, qu'il faudra peindre avant d'en coller les deux pièces. Le montage de ce pré-shot, alors je vais en parler à la fin, ouais. C'était pas du tout prévu, donc c'est encore un truc qui s'ajoute à mon carnet de balles qui est déjà bien chargé. Donc je vais essayer d'optimiser mon temps, mais je vais avoir du mal à ne pas craquer. Toute la structure intérieure au niveau des trains et de la trappe centrale. Le réservoir ventral.
Et puis on va se regarder, on a une jambe de train, la jambe de train principale, je pense, ici. Alors je regarde quand même, voilà, que vous puissiez bien voir. C'est plutôt sympa et c'est quand même, c'est précis. Hein. C'est le détail, il est crispy comme on dit. C'est vraiment très précis. Sur les pylônes aussi d'armes. Alors les figurines de près, ben, je vais essayer de faire le plus près possible. J'ai une question sur les figurines de près. On va essayer de faire le plus près possible. Donc le zoom, l'autofocus ne lâche. On est borderline sur l'autofocus. Voilà, figurine de près. J'espère que c'est assez près pour toi. Après le plastique est blanc, hein, donc au niveau du contraste, ça a été compliqué. C'est pour ça que j'avais fait une petite répétition hier pour régler un petit peu tout ça. Donc je continue un petit peu mon exploration des grappes. Avec cette fois-ci, donc sur cette grappe, qu'est-ce qu'on trouve sur cette grappe? On trouve des éléments du cockpit, on aperçoit rapidement la casquette, on aperçoit aussi des consoles latérales, enfin les éléments latéraux, et puis ouais, les petites consoles, le tableau de bord, et puis l'élément donc qui va venir se positionner sous le cockpit, juste après le nez, et ici c'est la trappe du train avant, bien entendu. On essaye de se faire un zoom du plus qui est mieux sur les consoles. Donc vous aurez des décalques à mettre sur ces consoles. C'est très bien, c'est très joli. Hein. C'est vraiment très très beau. Regardez, c'est superbement détaillé. C'est difficile de, même si ça peut paraître 90 € un gros budget, c'est quand même difficile de résister, surtout quand on sait que on devrait avoir zéro problème pour assembler tout ça, quoi. Deuxième partie des stabilos. On a le nez ici, voilà. Différents carénages ici, toujours souci du rendu de détail. C'est pas mal du tout. Une pièce, je pense, qui est pour le B, hein. Puisqu'on a cet élément hein, dorsal. Les pylônes. On a encore des petits éléments pour le cockpit. Hop. Et puis, les jambes de train du train principal. Oui, c'est bien qu'ils aient moulé les consoles séparément. Oui. Oui. Après, en fait, l'idée de rajouter des consoles et tout ça à la fin, moi, je suis pas hyper fan, mais je comprends l'idée, je comprends le pourquoi, hein, mais bon, c'est parce que ça, j'aurais tendance à oublier des choses. Mais non, c'est bien parce que du coup, tout est accessible, même les plus petits éléments à l'intérieur de la baignoire, comme c'est des pièces rapportées, eh bien, c'est beaucoup plus facile à mettre en peinture. On peut accéder à tous les petits recoins. N'empêche que pour accéder à les petits recoins, on vous présentera quelque chose de vraiment mortel la semaine prochaine. Une grosse innovation dans le monde de la maquette. Je vous en dis pas plus, ça passera la semaine prochaine. On a les verrières. Alors avec la verrière d'une pièce, moulée d'un seul élément. Et puis, alors c'est toujours, voilà, pour protéger, pour éviter de rayer, il y a vous avez vu comment c'est disposé sur la grappe, on a cet élément de grappe en fait qui protège pour éviter de, voilà, éviter les accidents malencontreux.
Oui, Quinta pour tout ce qui est console, etc. Oui, on va avoir du décalque 3D. De toute manière, on va avoir 600 kilos d'aftermarket qui vont arriver super vite. Hein. Après, à savoir si ça va être indispensable ou pas, euh, ça c'est autre chose. Hein. Je pense que même c'est à chacun de décider pour le coup. Hein. Donc là, les éléments de verrière séparés. On va se regarder le pare-brise parce qu'on l'avait pas vu tout à l'heure. Voilà. C'est super transparent. Hein. Vous avez vu? Il y a aucun. Voilà, du coup j'ai mis mon doigt, donc j'ai un peu sali, mais sinon c'est très transparent. Et puis on termine par les missiles, qui ne sont pas une nouveauté. Ceux qui ont monté le F-14 vont reconnaître ces grappes, elles sont issues du F-14, mais on les a amputées des Phoenix, qui se trouvaient ici. Donc, et qui sont, ceux qui connaissent le F-14 connaissent un petit peu du coup la découpe de ces éléments missiles, notamment sur les Sidewinders, vous voyez, où vous avez l'avant, et ça vient se rapporter sur le corps, ici. Et les petites ailettes qui viennent se rajouter. Donc jusque-là, ça c'est plutôt bien pensé, hein, encore une fois. Pour éviter d'avoir des lignes de joint mal positionnées ou difficiles à poncer et tout ça. Une chose qu'on n'a pas regardée, hein, et je crois que personne me l'a demandé. Oui, alors les décals AirScale. Alors justement, comme je n'ai pas la planche la planche de décalque, pardon, pour ce modèle, je me suis empressé de faire une petite commande chez AirScale pour avoir les petits décalques qui vont bien au 1/48e des cadrans. Ouais. Je pense que je vais m'éclater à mettre tous les petits cadrans, mais du coup oui, parce que j'aimerais avancer en fait sur ce montage dans l'idéal assez rapidement et de pas attendre en fait. T2M doit m'envoyer une boîte dès que ça arrive sur une boîte finalisée, voilà, prochainement, mais dès que ce sera dispo. Mais je vais peut-être pas, je vais pas trop attendre. Une chose qu'on n'avait pas regardé, c'est s'il y avait des éléments. Alors, ça c'est sur l'intérieur, donc on s'en fiche un petit peu, mais les pastilles d'éjection, hein, les petits pin marques, et j'en vois pas en fait. Il y en a, donc là sur la face interne, il y en a, mais qui sont très légères. Et sur les pylônes, c'est sur la face interne. J'ai pas noté, vous regarderez sur le replay, j'ai pas noté de marque. Non, en fait, les pièces, le découpage des pièces est tellement bien pensé que même s'il y a des marques d'éjection, en fait, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche. Donc, alors. Y a-t-il une ligne de moulage? Oui, alors on va regarder. Mais à mon avis, non. Non, il n'y a pas de ligne de moulage sur les verrières. De toute façon, là, vous avez vu un petit peu la disposition par moment de certaines pièces et tout ça. Il y a pas mal de moules à tiroirs. Hein. Là, la technologie, de toute façon, la technologie des moules à tiroirs chez Tamiya, ils sont maîtres en la matière. Hein. Donc, alors là, vous pouvez y aller. C'est même hallucinant. Hein. De toute manière, les Japonais, en termes de moulage plastique, si vous regardez un petit peu, si vous regardez du côté des Gunpla, les Gundam, Bandai et tout ça, mais c'est moulé, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Bah écoutez, voilà pour cette petite chose. Alors, une fois assemblé, ça donne ça. Donc ça, c'est pas une vue 3D, hein. C'est l'assemblage d'un des kits avec un lavis noir dans les lignes de structure pour les mettre en évidence. Donc ça donne un peu envie quand même. Hein. Regardez, ça donne très envie. Hein. Avec les ailes repliées, ça donne ça. Non, c'est vraiment pas mal. Et alors l'une des décos, donc j'ai réussi à trouver l'un des profils d'une des décos, qui est les Sundowner, donc le voilà. Donc en 72 hein, sur le SS Coral Sea. Joli profil d'ailleurs qui peut être très inspirant aussi pour la patine. Alors Christophe me dit avec le modèle Academy à 50 €, Tamiya aura du mal à justifier un tel prix. Oui, et en même temps, je pense que c'est oui et non.
Oui et non, parce que d'une certaine manière, on est sur deux philosophies de kit aussi, qui même ces deux modèles identiques, deux philosophies de kit qui sont différentes. Il est vrai que 90 €, ça peut paraître onéreux, mais si tu l'achètes et que tu rajoutes rien, le modèle il aura quand même vraiment de la gueule. L'Académie, qui est malgré tout un joli modèle, bon, il faut peut-être investir un petit peu malgré tout pour en sortir quelque chose. Oui, des harnais fine mode, oui, oui. Ouais, ce serait bien d'avoir, ouais, ça serait bien, mais ils mettent pas de harnais. Ils sont, voilà, Tamiya, ils ont leur philosophie, ils continuent sur cette philosophie-là. Moi, j'avoue que je préfère un kit comme ça, ultra soigné comme il l'est là, et de pas avoir forcément de harnais en photodécoupe ou de choses comme ça en plus, plutôt qu'un kit relativement moyen, mais dont on justifierait le prix élevé par l'ajout de 3-4 pièces en photodécoupe. Hein. Je préfère avoir une base. Là, on est plus que sur ce qu'on appelle une base saine. On est sur un kit qui est quand même qui est très très beau, et je pense que l'assemblage, ça va être les doigts dans le nez apparemment, vu le découpage et tout ça. Tout est prévu pour vous éviter de galérer à l'assemblage et à l'alignement des pièces. Hein. On se remet. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, ma foi, sur ce kit. Hop, voilà, on se remet là. Donc si vous avez profitez-en, hein, si vous voulez revoir éventuellement des pièces, on peut se faire une petite on peut se faire un petit moment à la demande, voilà. Si vous voulez. On ne voit pas s'il y a du riftage sur les photos. Là où il doit y avoir du riftage, il y a du riftage. C'est vrai que blanc ça vibre, mais tu l'as vu. Tu vois, si je te montre, voilà, il y a quand même une bonne partie il y a, tu vois, du riftage qui est représenté. Alors, ça donne quoi en dimension globale? Alors, en dimension globale, c'est une très bonne question, ma foi. C'est une belle bête. Hein. Alors, je vais essayer de te faire un. Alors comme j'ai plus la caméra du haut, c'est pas super pratique, mais on va essayer de se faire ça comme ça. Hop. Voilà, alors bon, ça va être un peu compliqué, mais voilà, dimension globale, tu as ça en longueur et en envergure ça. Alors je n'ai pas de règle sous la main. Alors bougez pas, juste 2 secondes. Je vais chercher mon réglet, comme ça on sera un peu plus précis. Hop. On est sur on est sur un bon 35 hein, en longueur. Et là il n'y a pas les extrémités d'ailes, mais on est sur 25 en envergure. Dany me dit les vidéos sur la peinture à l'huile c'est fini. Non, c'est pas fini. Loin de là, mais on avance petit à petit à notre rythme. Parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire en fait cette semaine, et puis je voudrais terminer le Somua. Je voudrais vraiment terminer le Somua, mais certaines phases du Somua vont être éventuellement aussi une excuse pour continuer à travailler avec les huiles. Oui, c'est sensiblement le riftage qu'il y a sur le Zukai, hein, de toute manière. Donc si vous avez des questions, les puits de train, mais je peux te remontrer les puits de train. Je suis à ton service. Alors comme ils sont en plusieurs éléments, il faut que j'arrive à te trouver l'élément du fond. On a cet élément-là qui est le cadre. Tout s'effondre. On va se regarder tout simplement la notice pour que je te montre
les éléments du puits, des puits de train. Donc ça va être le fond des ailes, hop. Bah en fait si tu veux, voilà, tu as cette pièce là, donc c'est le fond. Le fond va être ici, mais par-dessus tu vas mettre cet élément là. Et ensuite, tu dois avoir des parois. Voilà, tu as diverses parois, voilà, qui sont ici, qui viennent se positionner là. Tu as aussi l'élément transversal ici. Donc c'est toutes les petites pièces, alors du coup elles sont un peu éparpillées, toutes les petites pièces qu'on a vues à un moment donné. Hop. Alors attends, elles étaient où? Je les ai vues tout à l'heure. Ouais, écoute, elles sont un petit peu éparpillées. Elles sont un petit peu éparpillées, mais et en même temps, j'ai pensé à un truc là. Je vous ai pas montré, on n'a pas regardé en détail l'intérieur des trappes. On va se refaire un petit point sur l'intérieur des trappes. Qui sont pas mal. Alors, je regarde en même temps vos petits commentaires. On va se mettre une grappe en fond, histoire de se souvenir de quoi on parle. On parle du fantôme. Hop. Quand tu regardes le prix, alors Christophe nous dit, quand tu regardes le prix des maquettes Tamiya et Yasegawa au Japon par rapport au prix Europe, tu rigoles quand même. Oui, bah après, il y a les frais de transport, il y a les intermédiaires, les distributeurs, il y a tout ça, quoi. Il y a tout ça. Donc, bah, tout le monde prend au passage, hein. Donc oui, du coup, Eric, il y a plusieurs petites pièces sur les baies de train. Sur les baies de train, il y a plein de petites pièces en fait. Donc, je montrerai ça quand je l'assemblerai. Alors la question, il y avait une question qui avait été posée que j'avais pas vue en fait, à propos de la masse à mettre dans le nez. Bah là, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de masse. Il n'y a pas de masse à mettre dans le nez. Il n'y a pas non plus de masse à mettre au niveau du juste à l'avant du cockpit ou sous la baignoire du cockpit. Non, pour moi, il n'y a pas de masse à mettre dans le nez. Je vérifie quand même parce que je vais peut-être tout simplement. Non, je vois aucunement de masse. Non, j'ai pas noté ça. Est-ce que, alors, on va se regarder ça. Moi, à mon avis, là, vu la disposition des trains, le centre de gravité, il y aurait pas besoin de masse. Hein. Pour moi, il tient sur ses pattes comme ça. Hein. Bah merci à vous, du coup. S'il y a plus de questions, je vais vous laisser aller prendre l'apéritif. Il est 18h26. Des billes dans le nez, c'est du piercing. Ouais. Oui, ou c'est un lest. Bah merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo live. J'espère que techniquement ça a suivi, qu'il n'y a pas eu trop de coupures, que voilà, que et puis je rigole, les commentaires voilà, qui passent, qui sont marrants. Eh bien, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je tiens encore à remercier T2M pour ce pré-shot. Et si, donc je voulais dire, voilà, la question qui m'a été posée, si ça allait faire l'objet d'un montage, ça va faire l'objet d'un montage. En tout cas, je vais le monter. Maintenant, comment je vais le décomposer en vidéo, je sais pas encore si je fais une time lapse ou pas, parce que je vais faire du from the box.
Je vais essayer de me dépatouiller sans décalque pour tout ce qui est console et tout ça. Et puis bah en décalque, puisque aussi je n'ai pas les décorations globales, je me suis commandé une petite planche pour faire une déco ultra connue, mais voilà, on va dire à tête de mort, mais que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup parce que je l'ai jamais faite encore, donc bah, c'est bien de taper dans les grands classiques pour commencer. Et Jolly Rogers en fait. Et donc voilà, je vais le monter. J'ai très envie de le monter. Ça a l'air de se monter comme voilà tout seul. Donc ça va être très plaisant à côté du gros projet que je n'ai pas mis de côté. Vous inquiétez pas, hein, le sondage il a eu son résultat et tout ça. Donc je ferai une petite vidéo pour vous annoncer le résultat du sondage sur le gros projet fil rouge. J'attendais simplement d'avoir pas mal d'éléments pour vous annoncer non seulement le résultat du sondage, mais également de vous proposer une précomposition, de vous montrer un petit peu là où j'allais. Je me suis pas mal posé de questions en fait jusqu'à encore il y a quelques jours sur la composition, les véhicules à faire intervenir, la position, le scénario au niveau des figurines. J'ai même revu certaines choses, je vous expliquerai pourquoi. Puisque comme je mélange du 1/35e et du 32e, il faut quand même que ça reste cohérent, et j'ai eu des petits soucis au niveau cohérence par rapport à différents éléments, donc il a fallu que je revoie ma copie. Donc je vous expliquerai tout ça dans une vidéo un petit peu vidéo blabla où on verra la composition, mais ce qui vous permettra de bien d'appréhender quand on fait des gros projets comme ça, de pas se lancer tête baissée, mais d'éventuellement d'appréhender certains problèmes qui pourraient se présenter à vous, et de manière assez anticipée pour pouvoir faire marche arrière, changer son fusil d'épaule avant d'avoir trop avancé sur les choses. Donc voilà, bah merci à vous. C'est un gros kit ou un 48e? Oui, et c'était un gros kit ou un 48e. C'était donc le pré-shot du F4B Phantom 2 de chez Tamiya, qui sera disponible d'ici 2 mois aux alentours de 90 € chez votre marchand habituel. Et pour nous, bien entendu, il sera disponible chez notre partenaire Domino. Donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. D'ailleurs, demain il y aura la continuité des vidéos à l'attention des débutants, mais pas que, sur le Mustang. Donc je crois que demain on fait un petit peu de patine et vieillissement, mais une patine et vieillissement qui est vraiment abordable pour tous, donc même les débutants. Donc voilà, ce sera avec Andy demain sur ce tuto pour les débutants. Voilà, allez, je vous embrasse, je vous dis faites attention à vous, faites attention aux autres. Passez une très bonne soirée, passez un très bon dimanche. N'oubliez pas de changer l'heure de vos montres, sinon vous allez rater les vidéos de demain qui sont diffusées sur les chroniques, mais qui sont aussi diffusées sur les autres chaînes maquettes françaises. Donc n'oubliez pas de vous mettre à l'heure. On perd une heure de sommeil, je crois, mais on gagne 1 heure de soleil. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci à tous.